Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le duel. Bonjour à tous ou bonsoir à tous, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez ou l'endroit duquel vous nous écoutez, magie du podcast oblige, vous êtes bien la bienvenue parmi les libéraux. Alors, les plus fidèles d'entre vous doivent se dire, mais quelle est donc cette voix sucrée que j'entends et qui caresse mes oreilles? Elle n'est pas pareille que d'habitude. Et bien effectivement, ce n'est pas la voix de notre animateur vedette Julien Yelch, mais celle de votre serviteur Reda Zini. Malheureusement, pour le numéro du jour, Julien Yelch a quelques indisponibilités, alors de là où il est, on le salue très fort, on pense à lui. Émission spéciale, en tout cas qui a des airs d'émission spéciale, puisqu'elle va avoir des couleurs blaugrana aujourd'hui. On va beaucoup parler du FC Barcelone, on va faire un petit voyage en Catalogne aujourd'hui, tous ensemble mes chers amis. Et comme on parle du FC Barcelone, j'ai besoin d'un trident offensif exceptionnel. Aujourd'hui, ailier gauche, Tate, comment ça va? Ça va très bien. Ailier droit, Damas. Ça va très bien, bonsoir à tous. Et l'avant-centre, Rafik, comment ça va Rafik? Ça va très bien. Alors aujourd'hui les garçons, on va aller du côté du FC Barcelone, on va parler du Barcelone récent, de celui de Guardiola plus précisément. On va parler de duels de légende, des saisons exceptionnelles. On va parler d'un joueur exceptionnel, celui de Ronaldinho, qui a eu des histoires intimes et particulières avec Guardiola, on en reviendra. On va parler d'un match de légende également, celui du 2-6 de 2009. Et puis enfin, on va prendre une petite pastille en hommage à Guardiola entre guillemets, mais on va se demander si est-ce que les idées de jeu ou le palmarès, quel est le plus important pour déterminer de la grandeur d'un coach. Et le duel du jour. Alors, c'est assez inédit. Nous l'avons déjà fait dans un précédent numéro où nous avions comparé 2 saisons d'une seule équipe. Cette fois-ci, on va aller un peu plus loin. On va comparer 2 saisons d'un seul entraîneur avec une seule équipe. C'est celle de Guardiola. On va parler, les amis, de la saison 2008-2009 du FC Barcelone et on va la comparer avec la saison 2010-2011 du FC Barcelone. Ce sont 2 saisons qui ont marqué l'histoire du football, qui ont marqué indéniablement l'histoire du FC Barcelone, qui ont mis Guardiola dans la carte du football mondial. Puis je vous pose la question tout simplement, entre ces 2 saisons, laquelle est la plus accomplie? Damas. Déjà, franchement, avant de commencer de comparer les deux, il faut déjà évoquer où était le FC Barcelone lors de la saison 2007-2008, qui était déjà, on va dire, entre guillemets, en fin de route avec Rijkaard. Donc, faut déjà évoquer ça. C'était, Dans quel contexte vient Guardiola? Est-ce que tu as été surpris de voir Guardiola être nommé? Non, parce que le Barça commence à arriver un peu en fin de course après 5 ans ronaldinien, on va dire ça comme ça, de notion ronaldinienne. Et là, on arrivait un peu à un bout. On arrivait un peu à l'embout déjà d'une ère. Et pour continuer comme ça, le Barça a bien fait d'aller chercher Guardiola, un homme de la maison. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2008-2009, Guardiola vient déjà avec ses idées requises, inspirées par Cruyff. Parce que il faut le dire. Et également même au niveau défensif, c'est-à-dire engagement, récupération de ballon très rapide. Donc ça veut dire que on est là pour récupérer le ballon vite et pour dominer pendant toute la saison. Donc c'est déjà très important de souligner ça par rapport aux idées Guardiola. Et Guardiola veut déjà commencer à mettre à la porte l'ancien cycle concernant 3 joueurs majeurs, Deco, Ronaldinho et Eto'o, justement avec son sacré caractère. On reviendra là-dessus derrière. Mais Eto'o arrive à tenir dessus. Ronaldinho, Deco, c'est la porte. Ok, donc Guardiola vient déjà avec ses idées. Et moi, concrètement, l'année 2008-2009, par rapport à l'année 10-11, juste pour répondre avant qu'on puisse développer, pour moi, c'est 10-11. 10-11, c'est trop. On reviendra derrière, mais 10-11, c'est vraiment la marque Barça. Vraiment la marque Barça. Alors, juste avant de revenir sur la saison 2010-2011, Tate, l'intersaison et l'arrivée de Guardiola, elle montre tout de suite qu'il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas là pour rigoler, mais il vient quand même d'une manière un peu chanceuse. Parce que c'était pas le premier choix. Le premier choix a été José Mourinho et il y a une motion de censure déposée par les supporters du Barça parce qu'on va rappeler que le Barça est un club avec les socios et ils ont déposé une motion de censure qui a fait que José Mourinho n'a pas pu être entraîneur. Et en plus, le plan était que Mourinho vienne avec Guardiola dans 4 juin. C'était son plan. Donc il vient un peu de manière chanceuse grâce aussi à ses liens avec Cruyff qui avait préféré lui à Luis Enrique. Donc premièrement, c'est pour rappeler ça. Et deuxièmement, les 2 premiers matchs du Barça, c'était vraiment... c'était très poussif. C'était très poussif, surtout contre Numancia, c'était à domicile, c'était très poussif. Et au fur et à mesure, avec certains choix comme mettre Leb sur le banc, mettre Thierry Henry sur le terrain, qui était remplaçant dès le départ, et ça a payé, et de fur et à mesure... Rapidement, le Barça a déroulé et a marqué énormément de buts tout de suite. Ouais. Oui, il a fallu quelques journées, 5-6 pour avoir déjà des gros scores. D'ailleurs, dans cette saison-là, ils mettent 6-2 au Real Madrid. Ça, c'était plutôt en fin de championnat. Première partie de championnat, ils mettent un 6-1 à l'Atlético Madrid avec 5 buts au bout de 28 minutes de jeu.
Ils mettent 3-0 On se moque pas. Ils mettent 3-0 et 4-0 à Séville. Et là, je parle des équipes qui ont terminé dans les 4 premiers. Donc vraiment, l'arrivée de Guardiola, ça lance une machine, vraiment une machine inarrêtable. Que ce soit une petite équipe comme Almeria ou une grosse équipe, on peut prendre tarif. On n'est pas à l'abri de prendre un tarif par ce Barça-là parce que personne n'est prêt pour ce Barça-là. On a un FC Barcelone là, de Guardiola qui est au très haut niveau à chaque match, qu'importe l'adversaire. Parce que, est-ce qu'il y a des joueurs majeurs de cet effectif-là, puisque tu as expliqué au départ qu'il s'est débarrassé de légendes, qu'il voulait se débarrasser également de Samuel Eto'o, mais ça veut dire qu'il avait des idées de jeu qui se basaient notamment sur des joueurs qu'il avait en tête. Mais Xavi, là, cette année, il fait 20 passes décisives. En plus, en jouant milieu central, milieu relayeur, donc on va dire le premier constructeur de l'équipe, c'est Xavi. Parce que dans la composition, on se souvient du 4-3-3, il est un peu plus reculé par rapport à Iniesta. Et là, Xavi fait 20 passes D. Mais déjà, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir un mec jouant si bas faire autant de passes décisives ? On était à une époque effectivement où le meneur de jeu est en retrait, mais et quel est le rôle de Busquets par exemple dans cette émerveilleuse saison de Xavi ? Là, Busquets, qui est un choix de Guardiola également. C'est un choix, mais surtout c'est sa première saison, Busquets. C'est sa première saison où il est mis en évidence, il sort de la Masia. Parce qu'il faut pas oublier que Guardiola vient avec des joueurs majeurs. Daniel Alves, faut pas l'oublier, 38 millions d'euros. Keita, 14 millions. Piqué qui revient de Manchester. Caceres, c'est ennemi. Mais tu as aussi le recrutement de Leb. Ok. Donc vraiment les recrutements majeurs, Alves, Iniesta, Piqué. Et la Masia sort avec Pedro et Busquets. Donc là, Busquets, c'est sa première année où il est mis en évidence. Et on avait, franchement, pour un mec de première année, on peut considérer comme étant un leader, même si le Barça a échoué cette année-là, c'était pas lui qu'on allait mettre au porte-à-faux, ok ? Mais par rapport au leader Puyol, comme d'habitude, monsieur, faut pas l'oublier, monsieur capitaine, et bien entendu Xavi, on l'a mentionné, Iniesta et Eto'o, ça faut vraiment le souligner parce que dans les 20 victoires, parce que le Barça fait une série de 20 victoires en 22 matchs, je crois, en championnat, ils font une série, ils tabassent tout le monde. À l'intersaison, ils avaient quasiment battu un record de champion d'automne. Exactement. Parce que même en plus en 2011, ça a été pareil. Mais au cours de l'année 2008-2009, le Barça fait une série, et d'ailleurs, on n'avait pratiquement jamais vu ça. Une équipe autant dominer son sujet. Franchement, là, à ce jour-là, Guardiola, là, on peut se dire, concrètement, moi, je suivais le football depuis 1996, j'avais jamais vu une équipe autant dominer son sujet comme celle-ci. Tate, Damas l'a rappelé, on a un mélange de joueurs d'expérience majeure qui étaient déjà là dans le club, et puis il y a aussi des nouveaux qu'on va appeler entre guillemets des hommes de Guardiola, comme Piqué, comme Busquets. Mais comment sur le terrain ça se façonnait tout ça ? Ça se façonnait, Busquets, au début c'était plus Yaya Touré qui jouait. Après c'est vraiment vers la fin de saison que Busquets prend le relais. Ce que ça faisait sur le terrain, comme il y avait Thierry Henry et Samuel Eto'o, c'était moins maîtrisé entre guillemets tactiquement que par rapport en 2011. Donc il y avait un peu plus de jeu direct, il y avait un peu plus de contre aussi, et sur le terrain ça se matérialisait sur avec des attaques rapides et de la maîtrise. C'était vraiment un melting pot des deux, et aussi des ballons dans le dos parfois quand il y avait Marquez qui jouait, notamment sur le premier but de Thierry Henry contre Lyon. Il y avait vraiment, pour les fans de jeu entre guillemets direct, cette équipe, ils vont plus préférer cette équipe à celle de 2011. Où 2011, on est plus sur de la maîtrise. Et là, on est plus sur des variantes en 2009. Donc ça veut dire que celle de 2011, Rafik, respecte peut-être un peu plus les principes de jeu fondamentaux de Guardiola, plus que celle de 2009, qui est une saison qui doit marquer les esprits, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent faire leur preuve. Clairement, mais de toute façon, entre l'année 2008-2009 et l'année 2010-2011, il n'a fait que améliorer son schéma tactique. Il ramène Pedro, il aussi fait sortir Pedro de la Masia, et il ramène David Villa parce qu'il sait qu'avec ces deux joueurs-là, ce sera mieux qu'avec Eto'o et Thierry Henry. Tout à fait. Et en fait, ça marche mieux avec son système. En tout cas, avec Messi, qui joue en faux neuf, ça permet d'avoir des joueurs toujours en mouvement, de pouvoir tout le temps jouer dans des petits espaces. Et surtout, ce qui est remarquable avec le schéma de Guardiola, c'est que presque tout le monde est capable de marquer. Seydou Keita fait 3 saisons, chacune à 6 buts. Et c'est sur toute sa carrière, c'est au Barça où il a le plus marqué. Donc vraiment, tout le monde pouvait marquer. Il y avait vraiment, en fait, les milieux relayeurs pouvaient se retrouver limite au poste de 9 sur une attaque. Daniel Alves, il montait comme si c'était un ailier droit. Et en tout cas, c'est ça que... En tout cas, 2010, c'est l'année où, tactiquement, c'est le plus abouti. Mais après, je trouve que l'année 2009, par rapport au contexte, c'est l'année la plus
je sais pas si la plus réussie c'est le bon mot, mais c'est celle qui me touche le plus parce que vraiment c'est 2009 la première saison, la première 2009. saison de Guardiola, 8-9. parce que c'est il y a le contexte. Le contexte il est nouveau, c'est un choix fort de Laporta parce que Laporta déjà il a pas la cote à Barcelone. Ouais. On lui met la pression pour prendre un gros entraîneur. Il choisit la solution en interne avec un entraîneur qui a juste entraîné, même s'il a eu des gros résultats à Barcelone B. Donc je reviens sur la saison 2009, mais c'est celle qui m'a en tout cas le plus touché. Damas, tu peux Mais réagir? même en plus de Guardiola, on peut parler aussi de Villanova aussi en tant que coach adjoint qui mettait en place des schémas tactiques à l'entraînement, qu'on voyait nous-mêmes à l'entraînement. Tito Villanova, justement, sa mort a beaucoup marqué également les joueurs du Barça aussi, parce que c'est concrètement les joueurs de la Masia se reconnaissent même plus en Tito que même en Pep, parce que c'est avec lui qu'ils ont grandi, c'est vraiment avec lui avec qui il y a eu cette marque-là. Et par rapport à l'année 2008-2009, le Barça avait moins besoin de maîtriser son sujet pour dominer malgré tout son adversaire. Mais même Comment tu l'expliques? Même le 2-6, la passe de Messi pour Henry, la passe de Xavi pour Henry, une passe mais qui élimine toute la défense en une seule fois. On peut retrouver ce schéma-là aussi en 2010-2011. Mais la différence en un contre un était beaucoup plus évidente, on va dire, en 2009, bien qu'en 10-11 aussi, Tout à fait. était quand même là, il n'y a pas de souci. David Villa, on a compris. Mais en 2008-2009, on peut faire la différence seul. Bien qu'on a un gros collectif qui est derrière, il y a une grosse machine. Mais en un contre un, je peux t'éliminer et on n'en parle plus. Et toi, on l'a vu, Pichichi cette saison. Bien sûr. Pichichi. Et d'ailleurs, même le but qu'il marque en finale de Ligue des Champions, ce but-là, Juste pour revenir sur Samuel Eto'o, est-ce que tu penses dans tous que les sens. tu penses que c'est une saison aussi où il avait envie de montrer à tout le monde qu'il était encore là? Ouais, tout à fait, parce que comme on l'avait dit au début de l'émission, il était dans la liste des blacklistés, des départs. Donc il a voulu vraiment montrer le grand joueur qu'il était. Et il l'a montré parce qu'il fait sa meilleure saison en termes de stats. À ce moment-là, parce que c'est à l'Inter la deuxième saison qui fera sa meilleure stat. Mais à ce moment-là, en 2009, il fait en termes comptables, il fait la meilleure saison de sa carrière. Donc il a voulu vraiment montrer ça. Et il s'est aussi adapté à Messi. Exactement. À partir de mai. Ouais. À partir de mai et le match qu'on va parler tout à l'heure, il s'est adapté à Messi en se mettant sur le côté aussi. Le 2-6 qui fera l'objet d'une émission spéciale. C'est-à-dire que quand Messi au niveau du pressing, c'était pas vraiment, ça a jamais été, ça a vraiment été trop ça. Et lui, Samuel Eto'o a vraiment compensé au niveau des efforts ce que Messi ne faisait pas. Donc quelque part, Eto'o, on l'a beaucoup taxé d'orgueil, mais que quelque part, il s'est quand même beaucoup rabaissé aussi vis-à-vis du collectif. Mais si je vous comprends bien, vous avez cette équipe de 2010-2011 qui, entre guillemets, va être parfaite, c'est-à-dire à la fois dans la manière de jouer, dans la manière de respecter les principes de jeu de Guardiola, mais la saison 2008-2009, c'est celle du sextuplé. Ça veut dire qu'en une seule saison, le FC Barcelone a complètement changé la carte du football mondial. Elle a changé la carte, mais l'équipe 2010-11 n'aurait jamais eu autant d'ampleur sans la saison 2008-2009. Et ça, c'est oui. Au-delà même des titres, c'est même la domination Barça, la marque Barça qu'on retrouve même en équipe nationale espagnole, qui prédomine tout le reste, c'est-à-dire même les compositions d'équipe qui affrontent le Barça. Je dois m'adapter par rapport à ça, sinon je vais me faire boire. Bien sûr. Je vais me faire boire. Et la saison 2010-2011, mais en fait en termes de déplacement, le jeu à 3, le jeu à 4, mais t'en peux plus. En fait, c'est épuisant. Mais même à la mi-temps, le retour à la mi-temps, mais tu marches. C'est épuisant. Donc on Pour avait tout le monde. Donc on avait des joueurs du FC Barcelone qui techniquement, tactiquement, physiquement étaient au point, Rafik. Clairement, déjà, Xavi, il était. Enfin, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, quand je revois Xavi, Iniesta, là, je dis waouh. J'ai plus l'habitude de voir ça, vraiment plus l'habitude de voir ça. Et on se rend compte que Xavi, c'était pas que techniquement et tactiquement qu'il était fort, mais aussi physiquement, il était là physiquement. Il est vraiment pressing, il était là, vraiment. Iniesta, Xavi, c'est un gros pressing, c'est des joueurs avec des gros moteurs. Donc aussi, c'est vrai qu'il y a une domination pendant 3 ans de Guardiola, mais il faut les joueurs pour. Il avait les joueurs pour. Il avait vraiment il avait les milieux pour. Hein. Vraiment, s'il n'avait pas ces deux moteurs, Xavi, Iniesta et en faux neuf Messi, ça aurait été beaucoup plus difficile. Là, tu viens de mentionner Iniesta et Messi. Moi, ça me frappe assez parce que c'est des joueurs qui existaient déjà dans le FC Barcelone, qui ont été formés par le FC Barcelone, qui ont une certaine réputation, mais que ce soit Messi et Iniesta, ils ont dans une nouvelle dimension sous Guardiola. Il rentre dans une nouvelle dimension parce que l'entraîneur précédent avait, surtout l'année d'avant, avait accentué le physique plus à la technique. Et Guardiola a vraiment mis la technique
au centre par rapport à Rijkaard. Rijkaard, au début, il avait aussi un peu de technique, mais sur la fin, il a vraiment... Parce que Xavi était sur le départ avec Rijkaard. Ça, les gens, on doit l'oublier. Xavi était vraiment sur Tu le... dis ça, mais c'est choquant. Ah non, c'est choquant, oui. Parce qu'il a ramené Yaya Touré, il a voulu vraiment basculer sur une ère beaucoup plus physique. Et Guardiola, lui, a vraiment voulu mettre la technique au-dessus de tout, avant tout. Et c'est pour ça que même plus tard, il mettra même des jeunes de la Masia, comme Alcantara, comme Telo, comme Cuenca, comme Jeffren, et comme Montoya aussi, comme Bojan, bien évidemment. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la technique, et la technique fait maison. Moi, ce qui me frappe aussi dans ce débat, Damas, c'est que on le voit encore aujourd'hui. Il y a toujours cette côté. Est-ce que Guardiola est sous-coté? Est-ce que surcoté? Parce qu'il n'a pas autant gagné avec ses clubs suivants qu'avec le FC Barcelone. Parce qu'on a souvent tendance à dire que Guardiola est fort avec des joueurs forts. Non. Mais ça va au-delà de ça. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Explique aux gens. Mais- Pourquoi ils se trompent. Parce que Guardiola vient avec des idées de jeu. Et ce qui est très intéressant avec les grands coachs comme ça, c'est qu'on est là pour façonner ton système de pensée. Donc, nous, en fait, ce qui intéresse Guardiola, c'est pas forcément ton niveau de jeu en sauce propre du terme. C'est que tu t'intègres dans mon schéma à moi, et au travers de mon schéma, j'ai assez confiance en mon schéma pour te perfectionner. Donc, même un joueur moyen va retenir la marque Guardiola. Et ce qui est même bien, c'est que c'est pas uniquement que les joueurs moyens, même les joueurs forts. On parle peu de cet homme-là, mais Puyol en défense, la couverture qu'il fait, même Piqué. Parce que certes, c'est vrai, on les voit pas souvent en évidence parce que le Barça dominait techniquement. Tout le temps la balle. Tout le temps la balle. Mais quand le Barça perd le ballon, les espaces qu'il y a derrière, ça, personne ne le regarde. Et c'est là où tu vois que Puyol, en 1 contre 1, ce qu'il faisait même pendant tout le match, parce qu'en situation de contre-attaque, on voit Puyol faire toute la largeur. Et ça, c'est des choses qu'on travaille également à l'entraînement. Je suis pas sûr que Puyol, les années précédentes, était capable de faire ça aussi. Tu vois ? Donc, c'est pas uniquement qu'une dimension que technique, c'est même une dimension même en tout. Quand vous rentrez sur le terrain, c'est ma marque que je dois mettre en évidence. C'est pour ça que Guardiola dépasse même le cadre du Barça. Ça dépasse même le cadre du Barça. D'ailleurs, même les joueurs, même l'institution Bayern était même fière de ce que Guardiola a pu concevoir parce que Complètement. Parce que même au-delà, parce qu'ils n'ont pas soulevé la Ligue des Champions. C'était le rêve ultime du Bayern, c'est vrai, c'est la maison Bayern. Mais au-delà de ça, ça nous a fait donner une image du football en Allemagne et même à l'étranger par la maison Bayern, mais qui a totalement changé. Donc franchement, dire que Guardiola, oui, il a les joueurs nécessaires pour pouvoir mettre son modèle, il faut arrêter les conneries là. Faut arrêter les conneries. Après, c'est vrai que c'est facile, parce que le métier de Guardiola n'est pas le métier que celui qui est à Dijon. Mais Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc ça sert à rien de comparer. Comme certains coachs qui ont osé dire, comment il s'appelle ce mec là, Duprat ? Ouais, si Guardiola il vient entraîner, mais de quoi il parle le coco là ? Vous n'avez même pas le même Mais background. on ne sait pas, peut-être que si Duprat avait le FC Barcelone, il Mais c'est gagnerait pas le même background. 4 Déjà, Ligue des Barça Champions. ne va même pas le regarder. Ah, tu sais pas. Hein. Non, mais après, C'est un beau garçon. il a imposé au sein de l'effectif, tactiquement et même en dehors du terrain, tout ce qui est la nutrition, tout ce qui est aussi au niveau du sommeil, la préparation, et même sur le terrain, la règle des 3 secondes. C'est-à-dire que dès qu'on perd la balle, il faut la récupérer les 3 secondes et les 3 secondes. Et ça imposait ça à des joueurs comme... Un mec comme Thierry Henry. Thierry Henry, il a dit, j'ai réappris le football avec Guardiola. Il avait un football avant, donc de la valeur d'espace en Angleterre et d'attaque rapide. Mais j'ai réappris le football avec Guardiola. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Il avait tout gagné sauf la Ligue des Champions. Et ça veut dire beaucoup de choses. Graphique. Moi, je suis d'accord avec Damas et Tate. Hein. Vraiment, lui, il voulait que le groupe s'épanouisse. Il voulait vraiment faire émerger une intelligence collective. Ouais, Vraiment, c'est ça synergie qu'il cherchait collective. avant tout dans l'équipe. Et au premier entraînement de Barcelone, quand il est arrivé, il aurait dit à son équipe que je ne vous promets pas que l'on va gagner le moindre titre. On va essayer. En revanche, attachez bien vos ceintures parce que vous allez passer de sacrés bons moments. Et en fait, quand on voit à chaque fois que le Barça marque, on sent qu'ils sont heureux de jouer ensemble. Vraiment, c'est ça qui lui, en fait, il veut des personnes qui aiment jouer ensemble. Et ça se voit. Mais même, et en plus, ça, c'est des techniques managériales. C'est-à-dire que même ce qu'applique Guardiola sur un terrain de football, on peut également même l'appliquer en entreprise, on peut l'également appliquer dans une vie associative, parce que tu retrouves les principes de victoire, en fait. Totalement. Tu retrouves les principes de victoire, même les principes, on va dire, de vie, pour avoir du résultat sur du long terme. Et concrètement, ce qu'on a vu du Barça 2008-2009, mais également 2010-2011, parce que Villa également s'est adapté. Bien sûr. Même Thierry Henry s'est adapté en jouant à gauche. La première saison de Thierry Henry en 2006-2007, aïe! Et puis la saison 2010-2011 de David Villa, Bien sûr. qui est exceptionnelle. Exceptionnel. Et il y a des joueurs, malheureusement, qui n'ont pas réussi à s'adapter, qui sont suédois et malheureusement qui sont partis à Milan.
Mais oui, la première saison de Villa est exceptionnelle. Bien En sûr. plus, il est déporté sur le côté gauche. Et le pire dans tout ça, c'est que il était parfois il jouait collé à la ligne, parfois il était sur le demi-espace. Donc, c'était vraiment très varié et il a dû réapprendre lui aussi. Même quand Sanchez vient, il a dit j'ai réappris autre chose. Tout le monde. Et comme quelque part, c'est que tous les joueurs qui sont venus quand même malgré tout, sauf Zlatan, ils ont quand même dû réapprendre. Et quand ils en parlent, malgré tout, c'est du positif. Ils en retirent beaucoup de positif. Donc c'est que quelque part, le jeu reste le jeu. Bah justement, sur ce jeu-là, Damas, moi, ce qui me frappe aussi avec ce FC Barcelone de Guardiola, c'est qu'on peut décemment dire que c'est peut-être la plus grande équipe de l'histoire. Et moi, c'est la question que je vais vous poser à tous les trois pour conclure le premier débat. Dans quelle mesure cette équipe du FC Barcelone, en tout cas dans cette période sous Guardiola, est, à votre sens ou non, la meilleure équipe de tous les temps? En club, du moins. De tous les temps. Pourquoi pas? Après- Il y a avant et après. Non, ça c'est évident, ça. Ça c'est évident. Et franchement, la finale qu'ils font contre Manchester, il n'y a rien à dire. Moi, perso, pour moi, entre les deux teams, 10-2011. C'est le meilleur match de l'ère Guardiola, cette finale de Ligue des Champions 2010-2011, Rafik? En tout cas, par rapport à 2008-2009, il y a totalement du progrès. Sur la première finale, ils n'avaient pas encore mis en place leur jeu avec de possession. Je crois sur la finale 2008-2009, ils étaient à 52%. Sur 2010-2011, ils sont à 68%. Donc là, on sent que vraiment, on atteint Ils ratent le début de match. le- Ils ratent leur début de match en finale en plus, 2009. oui, en plus, ils ratent Ronaldo le tire tout le temps aussi. Tate, si tu dois retenir, pour conclure premier débat, si tu dois dire une chose, un élément, retenir quelque chose de ce Barça sous Guardiola ou de ces deux saisons, qu'est-ce que tu retiendrais? Moi, c'est le 5-0 contre le Real Madrid. On en De reparlera très Mourinho. bientôt.